Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire, les rendez-vous de Gustave. Chaque année en France, 8000 cancers induits par les infections à papillomavirus humain et 30 000 lésions précancéreuses pourraient être évitées grâce à la vaccination. Alors, comment s'orienter vers un avenir sans cancer lié au HPV? C'est le thème de ce webinaire organisé par Gustave Roussy, qui a souhaité donner la parole à plusieurs médecins, chercheurs et représentants de collectifs de patients. Alors, nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Lucie Véron, gynécologue, du docteur Léonore Benaïm, chirurgienne digestive, du docteur Philippe Gorff, chirurgien ORL, du docteur Judith Michels, oncologue, et de Laure Roule, présidente de l'association de patients No Tabou, qui fait partie du collectif Demain sans HPV. Alors, juste avant de débuter, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Le docteur Patricia Potier, oncologue, les lira à nos intervenants dans une partie qui sera dédiée aux questions-réponses en fin de webinaire. Docteur Lucie Véron, vous allez préalablement nous parler du dépistage des infections à papillomavirus et de la protection offerte par la vaccination. Tout à fait. Tout d'abord, on va reprendre quelques notions concernant les papillomavirus humains. C'est une infection qui se transmet par voie sexuelle et c'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente. Euh, il faut savoir qu'il existe plus de 180 papillomavirus humains, donc on va appeler HPV par la suite, dont une douzaine sont appelés à haut risque parce qu'ils ont un potentiel de créer des cancers par la suite. Environ 80% des hommes et des femmes rencontreront au moins un HPV dans leur vie. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement fréquent d'être en contact avec ce papillomavirus humain. La plupart du temps, quand on a été en contact et qu'on est infecté par ce virus, on n'a pas de symptômes particuliers. Mais de temps en temps, il peut y avoir des condylomes ou ce qu'on appelle aussi des verrues génitales au niveau des organes génitaux, la vulve, le pénis. Et il faut savoir aussi que le préservatif, ça n'empêche pas la transmission de ce virus lors des rapports sexuels, parce que en fait le virus est un petit peu partout sur toute la zone génitale et le préservatif ne va pas couvrir toute cette zone. Néanmoins, c'est une infection dont on guérit dans la grande majorité des cas, dans 90% des cas, et ça guérit en quelques mois ou années. Donc, on est vraiment sur un laps de temps assez long avant de guérir, mais quand même, dans 90% des cas, il y a une guérison spontanée qui survient. Il faut savoir que le tabac, le fait de fumer, allonge le délai de guérison et peut diminuer les chances de guérison spontanée. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut agir chacun et chacune pour favoriser la guérison de cette infection. Dans le cas où on a été infecté par un papillomavirus à haut risque, donc je vous rappelle, il y en existe une douzaine, et que l'infection ne se guérit pas spontanément et qu'elle se prolonge dans le temps, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, voire un cancer qui se développe. Le papillomavirus humain, ça concerne les femmes et les hommes parce que il est responsable d'environ 33 000 lésions précancéreuses par an en France. La plupart, c'est au niveau du col utérin, mais aussi il y a des lésions précancéreuses de l'anus chez les femmes et chez les hommes. Et s'il y a un cancer qui se développe suite au papillomavirus, vous voyez dans ce petit tableau que ça concerne les hommes et les femmes, puisqu'il y a des cancers de toute la sphère gynécologique, col, vagin, vulve, mais aussi l'anus, des cancers de la sphère ORL, et c'est plus fréquent chez les hommes, et des cancers du pénis qui existent. Et il y a un peu plus de 6000 nouveaux diagnostics de cancers liés au papillomavirus en France par an. Si on regarde par type de cancer, il y a environ 100% des cancers du col de l'utérus qui sont liés à ce papillomavirus ou HPV. 90% des cancers de l'anus, un quart des cancers du pénis, de la vulve et du vagin, et environ un tiers des cancers de la bouche et de la gorge.
Alors, comment éviter les cancers liés à l'HPV? Tout d'abord par la vaccination. Il existe en France 2 vaccins, le Gardasil 9 ou le Cervarix, mais c'est le Gardasil 9 qui est le plus recommandé car il protège contre 9 papillomavirus, alors que le Cervarix protège uniquement contre 2 papillomavirus. Et cette vaccination, elle est recommandée chez les filles et chez les garçons de 11 à 19 ans, puisqu'on a vu que l'HPV concerne les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Et pourquoi de 11 à 19 ans? Parce que plus on vaccine tôt et plus il y a une efficacité de cette vaccination. Cette vaccination, elle est sûre, il n'y a pas d'effet secondaire particulier et elle est surtout très efficace puisqu'elle va permettre d'éviter 90% des cancers du col de l'utérus, 85% des cancers de l'anus, 70% des cancers du vagin, 60% des cancers du pénis, 40% des cancers de la vulve et aussi 85% des lésions précancéreuses qu'on a vues au niveau du col et de l'anus. Donc, c'est vraiment ultra efficace. Et si on vaccine tout le monde à partir de 11 ans, eh bien, dans quelques dizaines d'années, on n'aura quasiment plus de cas de cancer liés au papillomavirus. Et donc, je vous ai remis cette phrase. Il existe vraiment un vaccin pour éviter certains cancers. C'est quand même une chance incroyable et c'est quelque chose de relativement unique. Il y a une deuxième aussi solution pour éviter les cancers liés au papillomavirus, c'est le dépistage. Le dépistage, ça sert à quoi? Ça sert à diagnostiquer et à traiter des lésions précancéreuses avant qu'elles ne deviennent cancéreuses. Cela existe pour le col de l'utérus avec les frottis et les tests à la recherche du papillomavirus qu'on fait chez les femmes, toutes les femmes à partir de 25 ans et jusqu'à 64 ans avec une fréquence déterminée par l'âge. Ça existe dans certains cas pour le dépistage des lésions précancéreuses de l'anus, mais que dans certaines situations particulièrement à risque, et notamment les personnes qui vivent avec le VIH. Par contre, il n'existe pas de dépistage au niveau ORL, et donc il n'y a pas de surveillance particulière à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de prévention et dépistage du papillomavirus. Merci beaucoup pour tout ça. Nous avons vous avez parlé de cancer anal, HPV induit. La France justement, elle détient un triste record de celui du nombre, je crois, de cancers anal HPV induit chez les femmes. C'est ce dont vous allez nous parler, docteur Léonore Benaïm. Oui, en effet, le cancer du canal anal, c'est un cancer qui est rare, mais qui est 100% HPV induit. Il n'y a pas de cancer épidermoïde du canal anal en dehors de la présence d'HPV. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a une augmentation de l'incidence annuelle qui est estimée entre 2 et 6%. Lorsqu'il y a une co-infection avec d'autres virus, et notamment le VIH, ça augmente le risque d'apparition de cancer liés au virus HPV. Le cancer du canal anal est plus fréquent chez les femmes, avec quand même un ratio de 0,3, 60% de femmes contre 30% d'hommes. On estime à peu près, on a donné des chiffres déjà tout à l'heure, on a à peu près 7000 nouveaux cas par an en Europe de cancer du canal anal, dont 2000 nouveaux cas en France, ce qui est considérable. Et là, ce qu'on voit, c'est que selon les derniers chiffres publiés, la France est le premier pays en termes d'incidence du cancer du canal anal chez la femme, même en l'absence de co-infection par le virus VIH. Le problème du cancer du canal anal, c'est qu'il y a assez peu de traitements. Il est fort heureusement localisé dans 95% des cas, et seulement 5% des patients sont diagnostiqués avec un stade métastatique. En cas de cancer du canal anal métastatique, malheureusement, il y a peu de traitements disponibles et seule la chimiothérapie va pouvoir être le traitement, mais il n'y a pas d'accès aux immunothérapies, par exemple, hors essai thérapeutique. L'immunothérapie, par ailleurs, ne fonctionne pas chez la totalité des malades et donc on est un petit peu limité
en termes de ressources thérapeutiques. Dans le cas d'un cancer du canal anal localisé, ce qui est le cas dans la plupart des cas, le traitement, c'est la radiothérapie ou la radiochimiothérapie. Ce traitement permet de guérir le cancer du canal anal dans la plupart des cas, mais au prix de séquelles qui peuvent être assez importantes, parce que la radiothérapie ou la radiochimiothérapie, ça induit de la sécheresse vaginale, ça induit des lésions de brûlure au niveau du périnée, et ça peut à long terme entraîner des effets secondaires invalidants, dont par exemple des douleurs lors des relations sexuelles, des douleurs lorsqu'on fait pipi ou lorsqu'on va aux toilettes, ou des choses comme ça. En cas d'échec de la radiothérapie, si la lésion persiste, voire progresse sous radiochimiothérapie, eh bien les patients sont amenés à la chirurgie. C'est une chirurgie qui est malheureusement très invalidante. Heureusement, peu de personnes ont besoin d'aller à la chirurgie. Néanmoins, c'est une chirurgie lourde qui guérit les malades, mais qui va nous obliger à réaliser, dans la plupart du temps, une dérivation digestive. On en a parlé et on le répète dans ce webinaire parce que vraiment c'est l'objet de la prévention. Les lésions précancéreuses précèdent le développement du cancer. Ces lésions précancéreuses, elles ont des classifications. Elles peuvent être de haut grade ou de bas grade. Et ces lésions de haut grade sont assez faibles spontanément dans la population générale, mais augmentent chez les populations à risque. Le taux d'évolution de ces lésions de haut grade vers le cancer, c'est variable. Et ce qu'on a vu et qu'on vient d'entendre, c'est que on peut avoir une disparition spontanée du virus, mais aussi de ces lésions de haut grade, mais qu'on ne sait pas pourquoi ni comment. La nature évolutive est peu connue. Et donc, on a parlé de vaccination et de dépistage. Dans le cas du cancer du canal anal, il existe des recommandations de dépistage, notamment des hommes infectés par le virus VIH, des femmes également, des femmes ayant un antécédent de lésions vulvaires de haut grade ou de cancer de la vulve, des femmes vivant avec une transplantation d'organes depuis plus de 10 ans. Les modalités de dépistage, il y a l'examen clinique, il y a le frottis, et puis il y a également aujourd'hui l'anuscopie à haute résolution. C'est un examen endoscopique où on va mettre une petite caméra par les voies naturelles, ajouter des colorants qui vont permettre de détecter ces lésions précancéreuses. Et donc, c'est important puisque l'incidence, c'est-à-dire la survenue du cancer de l'anus pour la population générale est assez faible. On a 2,4 cas pour 100 000 personnes par année chez la femme, seulement 0,8 cas pour 100 000 personnes par année chez l'homme. En revanche, dans ces populations à risque, on sait que le taux d'apparition des cancers, c'est supérieur à 45 pour 100 000. Et donc, ces lésions précancéreuses sont réellement importantes à détecter. Elles sont d'autant plus importantes à détecter que le traitement de ces lésions cancéreuses va réellement impliquer une diminution de la survenue du risque de cancer. C'est une étude récente qui a été publiée en 2021, où les cohortes de patients ont été suivis et les patients qui étaient simplement surveillés avaient un risque de cancer qui était 2 fois plus important que les patients pour lesquels ces lésions précancéreuses étaient retirées. D'où l'importance, au-delà de la vaccination, qui permettrait même d'éviter tout ça. Mais en tout cas, la prévention est importante. Le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses permet de diminuer encore de moitié le risque de survenue du cancer du canal anal. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Benaïm. Vous nous avez parlé de traitement. On va justement du coup passer la parole au docteur Philippe Gorff, puisqu'il y a des essais cliniques en cours sur les papillomavirus humains à Gustave Roussy. Alors, docteur Philippe Gorff, en quoi consiste-t-il et à qui s'adresse-t-il? Je vous remercie beaucoup. Alors, effectivement, comme l'a dit le docteur Benaïm, parmi les différentes problématiques des cancers liés au papillomavirus, il y a le fait que certaines localisations et certains patients surtout n'ont pas accès ou ont un accès insuffisant aux immunothérapies et plus globalement aux traitements innovants. Le rôle des essais cliniques et le rôle des centres de lutte contre le cancer, et donc Gustave Roussy, est de pouvoir proposer aux patients de façon la plus large possible l'accès à ces traitements. Et dans cet objectif, nous proposons un certain nombre d'essais cliniques dédiés
aux particularités biologiques de ces cancers. Alors, je vais vous détailler 6 essais cliniques en cours ou qui vont bientôt démarrer dans les mois qui viennent à Gustave Roussy et qui concernent très spécifiquement les patients qui présentent un cancer lié au papillomavirus. Donc, le premier essai clinique, c'est l'essai PATHOS. C'est un essai qui intervient dans un cadre de traitement curatif. C'est un essai qui est promu par Unicancer, dont le coordonnateur les coordonnateurs sont le professeur Blanchard, qui est radiothérapeute à Gustave Roussy, et le professeur Mirgani, qui est ORL à l'HEGP, et qui s'adresse au cancer ORL, donc au cancer de l'oropharynx, puisque c'est l'oropharynx qui est concerné en ORL pour les cancers HPV. On sait que ces cancers ont globalement un meilleur pronostic que les cancers liés au tabac ou à l'alcool, parce que ils répondent mieux au traitement et ils récidivent moins. Et ils surviennent chez les patients globalement moins malades d'autres pathologies liées à l'intoxication, notamment au risque cardiaque. Donc des patients chez lesquels le risque d'effets secondaires, le risque d'effets secondaires dans le temps est significatif. L'objectif de cet essai clinique, c'est ce qu'on appelle la déflation. C'est-à-dire que c'est la désescalade. C'est de voir si ces cancers de meilleur pronostic peuvent bénéficier d'un traitement moins agressif, avec moins de séquelles et une meilleure qualité de vie. Donc, ces cancers liés au papillomavirus sont opérés dans un premier temps par une chirurgie transorale assistée par robot et sont ensuite stratifiés entre les cancers à bas risque, à risque intermédiaire et à haut risque. Et en fonction de leur stratification, sont comparés entre le traitement standard intensif, selon les standards qu'on a définis il y a maintenant plusieurs décennies dans les cancers très agressifs, et sont comparés à un traitement moins agressif dont on pense qu'il sera aussi efficace pour le traitement du cancer. Le second essai clinique dont je vais vous parler, c'est un essai clinique qui s'appelle Surveiller HPV. Alors là aussi, c'est un essai de promotion Unicancer qui est co-coordonné par le professeur Blanchard, donc radiothérapeute, à Gustave Roussy, et le professeur Mirgani à Pompidou, qui est une innovation dans la surveillance et dans la surveillance du risque de récidive, parce que l'un des problèmes des cancers, c'est bien entendu le risque de réapparition de la maladie. Aujourd'hui, il n'existe pas de biomarqueurs, c'est-à-dire de marqueurs sanguins dans la surveillance des cancers ORL. Et l'une des particularités des cancers liés au virus, c'est que, bien entendu, il y a la présence de cet agent infectieux dont on peut retrouver l'ADN dans le sang circulant. Alors aujourd'hui, il n'existe pas de preuve de la faisabilité de cette surveillance biologique. L'objectif de cet essai sera de comparer la surveillance biologique par des prises de sang régulières permettant de dépister avant l'apparition de la maladie la réapparition biologique de la maladie avant qu'elle n'apparaisse sur les imageries et de comparer cette surveillance contre la surveillance standard. Et on espère que à l'avenir, cette surveillance biologique deviendra un standard et permettra de façon précoce et anticipée de prédire le risque réapparition de la maladie chez les patients et donc d'être plus précoce dans l'intervention et donc d'être plus efficace et d'améliorer encore le traitement. Le troisième essai clinique qui va bientôt démarrer, c'est un essai de promotion Gustave Roussy dans l'objectif de prévention de la maladie. C'est un essai coordonné par le docteur Even, qui est oncologue médical à Gustave Roussy, et qui se fait en collaboration avec le VRI, c'est le Vaccine Research Institute, qui est piloté par le professeur Yves Lévy, qui est immunologue à Mondor, et la société Linkinvax, qu'il a co-créée.
On connaît Yves Lévy et la société LinkedIn-Vax et le VRI pour leur recherche sur le vaccin contre l'HIV, et qui a fait la une des journaux récentes. La particularité de leur plateforme vaccinale, c'est qu'ils ont pu développer un vaccin contre les papillomavirus, et particulièrement contre le plus fréquent de loin des papillomavirus, c'est l'HPV 16, qui concerne plus de 95% des cancers des cancers du pharynx liés au papillomavirus, donc en ORL. Donc l'essai va démarrer dans les semaines qui viennent. L'objectif sera évidemment la prévention de la réapparition de la maladie, c'est-à-dire que après le traitement initial curatif et la réponse complète, qui heureusement est de loin la plus fréquente, les patients se verront proposer la participation à ce traitement qui consistera en 3 injections vaccinales anti-HPV. C'est donc ce vaccin spécifique fabriqué par l'équipe du professeur Lévy, avec des surveillances régulières. Alors c'est un essai de phase 1, c'est un essai de phase 1 tardif, ce qu'on appelle phase 1-2, dont l'objectif sera d'abord de démontrer l'effet immunologique et le bénéfice biologique, avant de passer aux étapes suivantes qui seront de démontrer le bénéfice direct pour le patient. Mais c'est très clairement, ça fait partie de l'avenir des traitements des papillomavirus dans les décennies qui viennent. L'essai suivant dont je vais vous parler, c'est l'ISA 101B OPC 0319. Alors, je suis désolé pour le nom un peu barbare, malheureusement le cas pour beaucoup d'essais cliniques. On essaye de trouver des acronymes un peu accrocheurs ou faciles à retenir. C'est un essai promoteur industriel, donc c'est ISA Therapeutics, le laboratoire qui a créé ce vaccin thérapeutique, parce que c'est un vaccin thérapeutique, là aussi, un vaccin anti-HPV, un vaccin dirigé contre les oncogènes fabriqués par le papillomavirus, et qui associe le vaccin et une immunothérapie qu'on appelle le cemiplimab, un vaccin dont l'investigateur principal à Gustave Roussy est le docteur Even, qui est oncologue médical. C'est un essai thérapeutique qui est monobras, c'est-à-dire qu'il y a un seul groupe de patients à qui on propose, lorsque malheureusement la maladie est revenue, lorsque malheureusement le cancer lié au papillomavirus est réapparu après le traitement curatif et une rémission initiale, et lorsque malheureusement la maladie ne semble plus accessible à un traitement curatif, donc à un espoir de guérison, eh bien, on pense que l'ajout de ce vaccin anti-HPV va améliorer de façon extrêmement significative la réponse de la maladie au traitement systémique, et notamment à l'immunothérapie, avec un objectif évidemment de redisparition de la maladie. Donc cet essai est en cours et il est vraiment fondamental, et là aussi il fait partie du futur des traitements des cancers liés à l'HPV. D'ailleurs, un essai qui va bientôt démarrer et qui cette fois-ci s'adresse à l'ensemble des localisations HPV, non plus seulement au pharynx, mais aussi aux localisations gynécologiques, aux localisations anales. C'est l'essai, alors là aussi c'est un nom un petit peu barbare, mais on va l'appeler l'essai Transgène, qui est de promotion industrielle. Donc c'est le laboratoire Transgène qui a fabriqué le vaccin, qui est promoteur. C'est l'essai associant l'avelumab, donc une immunothérapie au vaccin. Donc c'est un petit peu sur le même schéma que le ISA 101B que je viens de vous présenter, mais avec un autre vaccin, parce que les industriels ont parfaitement compris que c'est l'avenir des traitements des patients, vraiment au bénéfice des patients, avec un espoir de réponse qui est vraiment significatif. Et cet essai qui va démarrer se passera en 3 phases, avec une première phase de phase 1 comprenant un seul bras de patients
recevant le vaccin thérapeutique sur une démonstration immunologique de réponse. Une deuxième phase qui sera une démonstration de réponse de la tumeur elle-même. Et une troisième phase qui sera une démonstration de la réponse de l'association entre le vaccin plus l'immunothérapie. Cet essai au niveau Gustave Roussy sera piloté par le docteur Hölbeck, qui est oncologue médical. Et enfin, un autre essai qui va bientôt démarrer, qui est vraiment un essai important, qui montre l'importance de l'innovation dans l'ensemble de ces localisations. C'est un essai qui est piloté par le docteur Michels, donc qui est avec nous aujourd'hui, et qui concernera les cancers du col, de la vulve et du vagin, et qui concernera 2 cohortes de patients. Une cohorte, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des immunothérapies, mais on va retenir que ça associera 2 familles d'immunothérapie complémentaires et qui ont déjà démontré leur intérêt complémentaire dans d'autres localisations, notamment dans le mélanome, et qui associera l'injection intratumorale, et notamment dans la seconde cohorte à une radiothérapie locale. Essai qui devrait démarrer certainement dans les mois qui viennent. Donc, ce qu'il faut retenir de l'ensemble des essais, c'est bien entendu leur nombre. Gustave Roussy est vraiment souhaite mettre à disposition des patients le plus d'essais cliniques innovants pour mettre à disposition des patients le plus tôt possible les innovations thérapeutiques, les nouveaux médicaments, les nouvelles thérapies ciblées, les nouvelles stratégies de traitement, et souhaite aujourd'hui pouvoir définir demain les innovations au bénéfice des patients. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donc parlé des traitements, de l'accès à l'innovation. Effectivement, c'est important. Vous le voyez, à Gustave Roussy, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça nous amène à donner la parole à Dr Judith Michels. Juste avant, je voulais vous rappeler, n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui commencent et que nous allons y dédier une partie vraiment pour y répondre. Donc, docteur Judith Michels, un grand nombre d'oncologues et de médecins, toutes spécialités, disciplines confondues, on pourrait dire, s'intéressent aujourd'hui à la thématique du HPV. Est-ce que vous allez pouvoir nous en parler et nous dire ce que Gustave Roussy a prévu là-dessus? Merci beaucoup. Et donc, j'ai une slide à vous montrer également. Moi, je voudrais vous parler du groupe HPV que nous avons créé à Gustave Roussy. Et donc, je pense que Madame Berthet, vous allez nous montrer notre slide pour vous présenter ce groupe HPV que nous avons démarré au mois de janvier de cette année. Et c'est un groupe qui réunit tous les médecins confrontés à l'HPV. Donc, ce sont aussi bien les virologues, les biologistes qui font partie de ce groupe, mais aussi les anatomopathologistes, donc ceux qui font le diagnostic du virus et du cancer ou de la lésion précancéreuse. Et vous pouvez même nous mettre la slide en mode présentation, ce sera même encore mieux. Et donc, ce groupe réunit également les épidémiologistes et biostatisticiens qui voient toutes les données cliniques en lien avec ces tumeurs, mais également, bien évidemment, tous les spécialistes d'organes qui prennent en charge ces cancers, que ce soit les gynécologues, les ORL, les proctologues, les chirurgiens, également les dermatologues, parce que c'est moins souvent connu, mais il y a également des cancers cutanés, spinocellulaires plus rares, mais qui sont également induits par l'HPV. En plus des oncologues médicaux, donc un groupe qui réunit tous les médecins qui sont confrontés au virus. Et pourquoi cela nous semble essentiel, et c'est une première, la création de ce groupe, c'est justement pour voir les
cancer HPV comme une seule entité. Pourquoi c'est important? Ces cancers ont les mêmes caractéristiques anatomopathologiques, histologiques, et il est essentiel de les voir comme une entité plutôt que par organe atteint. Alors, pourquoi c'est essentiel? Parce que comme vous l'avez vu avec les précédentes présentations, au jour d'aujourd'hui, les innovations thérapeutiques sont accessibles aux cancers HPV les plus fréquents, c'est-à-dire les cancers du col et les cancers ORL sont ceux qui, au jour d'aujourd'hui, ont accès à l'immunothérapie. Mais les autres cancers HPV induits n'y ont pas accès. Donc, un cancer du pénis, un cancer de la vulve, les cancers de l'anus sont des cancers beaucoup plus rares et qui n'ont pas forcément accès à ces essais thérapeutiques et au jour d'aujourd'hui n'ont pas accès à l'immunothérapie, comme c'est le cas pour les cancers ORL et les cancers du col. Donc, nous pensons qu'en tant que groupe, il est essentiel de mutualiser nos efforts et de développer des programmes de recherche communs à toutes les localisations et de voir ce cancer comme un cancer HPV plutôt que de le voir par type d'organe, c'est-à-dire comme le cancer de la vulve, le cancer du pénis, le cancer de l'anus, le cancer ORL, mais de le voir comme une entité et de développer des programmes de recherche communs. Donc, notre première étape est de faire, bien évidemment, entrer dans ce groupe tous les chercheurs à Gustave-Roussy qui travaillent sur l'HPV et de pouvoir développer des essais thérapeutiques académiques, auxquels auront accès tous les malades pour qu'ils puissent avoir accès à l'innovation thérapeutique pour tous. Et donc, c'est dans ce même esprit de mutualiser les efforts et de se regrouper que nous saluons l'élan du collectif Demain sans HPV, qui est donc un regroupement des 10 associations de patients en France en un seul collectif. Et ça montre l'importance de se regrouper pour y arriver, parce que notre but, c'est d'éradiquer ce cancer. Et c'est avec grand plaisir que nous remercions Madame Laure Roule, qui a déjà été introduite, et que nous lui passons la parole. Merci. Merci beaucoup, le docteur Michel, pour cette introduction. Et effectivement, donc je vais vous présenter quelques slides pour vous expliquer un peu l'objectif de ce collectif. Donc, on a de commun, bon, déjà la volonté de faire bouger les choses d'un point de vue HPV et quelle que soit la pathologie. Et on a également de commun que le collectif a également vu le jour début de l'année. Donc voilà, donc nous nous sommes rassemblés début 2023. Donc nous sommes un regroupement d'associations de 10 patients et on s'est mobilisé pour accélérer la prévention. Et donc on est ravis d'être parmi vous ce jour et de représenter les patients parce que nous pensons qu'ensemble nous serons meilleurs pour œuvrer dans ce domaine. Donc nous travaillons en complémentarité, chacune de ces associations, et nous avons un message commun, la vaccination est le moyen de prévention sûr et efficace. Ça a été effectivement également évoqué ce jour. Donc nous menons toutes ces associations des actions d'information au niveau du grand public sur les HPV, sur l'importance du dépistage. Nous sommes également en soutien auprès des patients et leur entourage. Alors pour vous faire une petite présentation rapide, nous avons le CRIPS qui fait de la prévention auprès des jeunes et des publics en situation de vulnérabilité et afin qu'ils deviennent acteurs de leur santé. Ils font également de la formation auprès de professionnels et de l'accompagnement au niveau des collectivités. Après, nous avons Corasso, No Tabou et Imagine, qui mènent donc 3 associations des actions de prévention, sensibilisation et soutien et de l'information auprès des personnes touchées et leur entourage. Donc Corasso est plus particulièrement au niveau des cancers tête et cou, No Tabou plus particulièrement sur les cancers de l'anus. C'est une association que j'ai fondée après avoir été moi-même diagnostiquée d'un cancer HPV induit. Et nous avons Imagine qui intervient plutôt sur la partie cancer du col de l'utérus.
Action Traitement défend les droits des personnes vivant avec l'infection au VIH, au virus de l'hépatite, à la tuberculose et aux pathologies associées, et au niveau des infections sexuellement transmissibles telles que le HPV. Nous avons l'association Vaincre la PRR, qui est spécifiquement sur la papillomatose respiratoire récurrente, qui est une maladie rare dont nous parlerons quelques minutes après. Et nous avons également d'autres associations qui ont la particularité, en plus de mener des actions de sensibilisation, de mettre en place quelques événements sportifs afin de collecter des fonds pour la recherche. Nous avons Akuma, Clédialine, the NWC pour Nicolas Werner et l'association Courir pour elle. Donc nous avons un site web, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le collectif ainsi que pas mal d'informations au niveau du HPV. Donc là, effectivement, au niveau des associations, nous sommes à côté des patients, mais également à côté des professionnels de la santé pour représenter la voix des patients sur l'ensemble des pathologies. Donc, on a parlé de pas mal de pathologies durant cette session, mais les HPV ne causent pas uniquement des cancers, mais aussi d'autres maladies très invalidantes. Donc, c'est la papillomatose respiratoire récurrente. C'est une maladie rare qui peut toucher aussi bien les enfants dans une forme juvénile que les adultes. Elle se caractérise par l'apparition de verrues ou de papillomes récurrents causés par les HPV au niveau des voies respiratoires supérieures, et donc tout particulièrement le larynx. Les patients affectés souffrent d'une modification de la voix, d'une toux chronique et parfois de graves problèmes respiratoires nécessitant des prises en charge qui sont lourdes. Enfin, nous avons également les condylomes, qui sont les verrues anogénitales dont on a parlé en amont, qui sont des lésions très contagieuses, qui surviennent souvent chez les sujets très jeunes et de manière assez homogène d'un point de vue genre. La présence de ces condylomes a un retentissement fort sur la qualité de vie, que ce soit physique, psychologique ou émotionnelle des personnes qui sont touchées. Donc, quelques informations par rapport à nos engagements. Donc, effectivement, nous faisons des actions d'information, de sensibilisation sur la base de données validées d'un point de vue médical et également en accord avec le vécu des patients. Donc, on peut avoir des témoignages. Nous augmentons donc la prise de nous souhaitons augmenter la prise de conscience qu'est la vie avec un cancer et que c'est aussi une façon de sauver des vies, parce qu'effectivement être touché par un cancer c'est quelque chose de difficile, et quand on parle d'un cancer HPV, on parle d'un cancer lié à une IST, et donc c'est souvent encore plus difficile pour les patients d'évoquer ce sujet. Nous souhaitons également contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par les maladies induites par le HPV, développer une approche bienveillante, ouverte à tous, avec le respect des personnes, de la dignité humaine, et donc de partager l'expertise entre ces associations qui, comme vous l'avez compris, interviennent sur des pathologies un peu différentes. Ce qui me semble également important de partager aujourd'hui, c'est qu'effectivement, un cancer, c'est une épreuve à traverser en tant qu'acteur. Les médecins sont à vos côtés. On forme équipe avec eux. Et mentalement, on doit se coacher. Effectivement, on a le droit, quand on est malade, de pas toujours aller bien, mais c'est important finalement de rester toujours acteur, de ne pas subir, d'essayer de rester actif pendant toutes ces périodes de maladie, donc de trouver les moyens qui sont les plus appropriés par rapport à vos propres appétences, mais d'écouter de la musique, de faire des massages, de dessiner, de marcher, de méditer, de lire, enfin bref, de faire des choses qui font que vous allez traverser une phase difficile, mais en vous donnant les moyens de le vivre au mieux en parallèle des traitements pour lesquels vous aurez un accompagnement. Enfin, je terminerai par rapport au panorama des événements qu'organisent les associations. Il y a pas mal de choses qui sont organisées au mois de mai. Il y a la marche qui est organisée par l'association Courir pour elle. Il y a également une course par Akuma et il y a un tour vélo par Clédialine. Et puis au mois de septembre, il y a le Nicolas Werner Course à Paris, Berlin et d'autres villes du monde. Donc participer, c'est une forme de solidarité et également une opportunité pour collecter des fonds pour la recherche. Voilà, donc vous retrouverez le détail des associations sur le site demain-hpv.org, et vous avez après un lien sur l'ensemble des associations que je vous ai présentées. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous apporter un soutien. Voilà, je pense que c'était les principaux messages que j'avais à vous communiquer. Merci beaucoup, Laure Roule. Merci à tous nos participants d'avoir fait la lumière sur tous ces sujets. Je pense qu'il est maintenant temps de passer aux questions.
Alors, on a une question de Colette. Vous dites dépistage cancer anal chez la femme transplantée depuis plus de 10 ans. Chez l'homme transplanté depuis plus de 10 ans, qu'en est-il? Alors, quand on parle de population de dépistage, on cible des populations à fort risque. Et comme vous l'avez vu, il y a un rapport de genre et les femmes sont beaucoup plus exposées au risque de cancer du canal anal que les hommes. Le risque est de 60%, donc beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça que les populations ciblées, c'est plutôt les femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas être dépistés. Aujourd'hui, tout le monde est évidemment qu'un homme transplanté depuis plus de 10 ans peut être dépisté et doit être dépisté auprès de son médecin généraliste. Mais l'idée de ces recommandations, c'est spécifiquement de ne pas rater des populations à risque, puisque ce qu'on sait, c'est que malheureusement, il y a certains pays qui sont un peu plus forts que nous dans les dépistages. En France, on n'est pas encore complet. Il faut savoir que les campagnes de dépistage, que ce soit pour le cancer du sein, le cancer du côlon, ne sont pas très respectées en France, bien que l'on envoie des kits et que l'on propose le dépistage. Les patients, la population générale ne se sentant pas malade a tendance, par habitude, à ne pas nécessairement réaliser les dépistages. Donc, on sensibilise particulièrement pour encourager à ces dépistages, mais il est bien évident qu'un homme transplanté peut se faire dépister s'il le souhaite. Merci pour votre réponse, docteur Léonore Benaïm. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou veut répondre à cette question dans les intervenants ou si c'était clair. Alors, on a une autre question, toujours de Colette. Côté maladie rare, il y a la papillomatose respiratoire récurrente. Elle se complique parfois de cancer bronchopulmonaire. Il y a une étude en cours à Tenon. Quand se décidera-t-on à en parler? Alors, je pense que Colette a elle-même répondu un peu plus bas dans le webinaire en me remerciant d'en avoir parlé. Effectivement, Colette fait partie du collectif et représente donc l'association Vaincre la PRR. Et c'est important de parler de la papillomatose respiratoire récurrente parce qu'effectivement, on fait souvent un focus HPV avec les cancers et on en parle peu. Donc voilà, j'espère l'avoir fait correctement, Colette. Voilà, et je réponds à Colette aussi. Je vous ai pas précisé, mais que oui, le webinaire sera disponible en replay. Vous aurez donc un lien de replay sur la chaîne YouTube de Gustave Roussy. Voilà, vous pourrez le voir. On a une autre question. Il existe un test de détection de l'ADN circulant modifié HPV appelé NavDx, développé par la société Naveris des États-Unis. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il serait utilisé dans l'étude Surveille HPV? Peut-être une question pour le docteur Gorf. Oui, alors, la société Naveris, c'est une spin-off universitaire. Hein. C'est un très bon test, le NavDx. Il existe en fait, il existe plusieurs tests. Ce qu'il faut retenir, c'est pas tellement la sonde utilisée, développée par tel ou tel laboratoire. La technologie reste la même, c'est la droplet digital PCR. Il y a d'autres sociétés européennes, notamment, les Allemands sont très forts pour ça, qui ont créé des sondes d'ADN et donc qui ont créé des sociétés industrielles qui commercialisent ces sondes pour pouvoir rechercher l'ADN circulant, parce que c'est toujours la même problématique, c'est la recherche d'ADN circulant sur une technologie qui est la même. C'est pas très important dans l'absolu. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir qu'on va rechercher l'ADN circulant. Après, c'est un essai académique, c'est-à-dire que le promoteur de l'essai Surveille HPV, c'est Unicancer, donc c'est le groupe de Fédération des centres de lutte contre le cancer. Donc il y a une certaine liberté à pouvoir rajouter des études complémentaires, ce qu'on appelle des études ancillaires, sur des analyses additionnelles. Donc si un industriel ou si un chercheur académique a des idées d'études complémentaires qu'il souhaite
rajouter dans l'essai clinique, et donc ils souhaitent profiter de l'essai clinique pour pouvoir proposer cette recherche aux patients. Ça peut être par exemple la comparaison entre multiples sondes sur un même prélèvement sanguin, parce qu'il ne s'agit pas de multiplier les prélèvements sanguins pour les patients, bien sûr. C'est parfaitement faisable. Dans ce cas-là, il faut bien sûr contacter les coordonnateurs de l'essai clinique. Hein. Ça, c'est quelque chose d'assez courant et qui se fait dans tous les essais. Mais voilà. Donc c'est un très bon test. Voilà ce que j'en pense, sur lequel il y a déjà eu des études de faisabilité aux États-Unis qui ont été très concluants, comme d'autres tests. Et ça montre justement l'intérêt et la dynamique la dynamique pour les années à venir de ce type de test. Alors, en parlant toujours de tests, donc là, c'est plutôt une question relative aux essais cliniques. On a Marilyn qui nous demande quelles sont les conditions pour se voir proposer un essai clinique dans le cas d'un cancer ORL HPV 16. Donc, il y a à peu près 180 génotypes HPV. Il y en a une douzaine qui sont responsables de cancers liés à HPV. La répartition est différente selon la localisation. Dans les cancers ORL, donc les cancers de l'oropharynx, dans 95% des cas, c'est l'HPV 16. Donc c'est vraiment de très loin le plus fréquent. Et en fait, la quasi-totalité des essais cliniques liés, des cancers liés à HPV s'adressent d'abord aux HPV 16. Donc la première condition, c'est de poser la question à son médecin et de voir les critères d'inclusion. Tous les essais cliniques que j'ai cités précédemment et qui concernent les cancers de l'oropharynx s'adressent à des patients dont le cancer a été créé par un HPV 16, enfin, et lié à un HPV 16. Donc là, il faut demander à son oncologue. Voilà, après on a N'hésitez pas. Alors, on a une question sur ça, à savoir ce qu'il faut penser de la vaccination proposée parfois à des femmes après conisation pour lésions de haut grade, voire après cancer in situ. Je peux éventuellement prendre la question et Lucie, tu pourras bien sûr complémenter si tu as envie. En effet, c'est une excellente question. Il y a plusieurs méta-analyses qui nous disent que c'est très probablement intéressant de le faire, de vacciner au moment du traitement d'une lésion précancéreuse de haut grade et pour prévenir, pour diminuer le risque de récidive de la lésion de haut grade. Ce sont des méta-analyses et donc au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une indication qui est retenue en France ou qui est remboursée en France, mais nous avons justement le projet de le prouver par un essai randomisé qu'on espère pouvoir ouvrir potentiellement l'année prochaine pour justement cette prévention secondaire. C'est peut-être similaire, mais on avait une question, savoir si on peut se faire vacciner après un traitement de cancer HPV induit. Donc, je veux bien la prendre, mais à plaisir pour ceux qui veulent répondre par la suite. Une fois qu'il y a le cancer, il n'y a pas d'indication d'être vacciné. On avait des questions notamment sur quels facteurs expliquent qu'une infection à HPV persiste et entraîne un cancer, peut-être plutôt sur les causes ou les mécanismes d'apparition. Je peux la prendre avec plaisir, mais encore une fois, quel patient quels sont les risques de s'infecter à l'HPV? C'est ça en pratique la question. Et pourquoi il y en a certains qui vont avoir l'infection persistante et certains développer le cancer. Donc, les facteurs de risque qu'on connaît pour l'infection, ils ont été cités. C'est l'âge jeune, c'est le partenaire infecté, le partenaire avec lésion, les partenaires intimes multiples, l'immunodépression, le VIH. Un facteur très important à risque de s'infecter, c'est de ne pas être vacciné contre l'HPV. Donc, c'est quand même le message majeur. Et pour les patients qui vont développer un cancer, quels sont les facteurs connus? Eh bien, c'est l'absence de dépistage. On en a parlé. Le dépistage est majeur pour détecter les lésions de haut grade et les traiter. Et bien évidemment, à risque de développer un cancer, les patients immunodéprimés, dont le VIH notamment.
Mais après, on ne sait pas tout. Pourquoi, justement, il y a cette infection persistante. Donc ça, ce sont les facteurs qui sont connus, on va dire cliniques et épidémiologiques. Et là aussi, pour pouvoir l'annoncer, une des initiatives de notre groupe, c'est de démarrer un programme de recherche pour justement comprendre les potentielles défaillances immunitaires chez certains qui font que l'infection peut s'installer, devenir chronique et faire les dégâts qu'on connaît. Mais le message principal pour éviter cette infection, c'est de se faire vacciner. Et le plus jeune, c'est le mieux. Donc, en effet, c'est 11 ans en France, mais on connaît les recommandations européennes et de l'OMS qui sont dès l'âge de 9 ans. Donc, le plus tôt est le mieux pour éviter cette infection. Et avec plaisir si d'autres veulent compléter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme je l'ai dit, il y a une seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est le tabagisme. C'est le seul facteur de risque qu'on peut modifier en plus de la vaccination. Et on sait que le tabac augmente le risque que l'infection persiste et donc potentiellement qu'il y ait des lésions précancéreuses, voire un cancer. Donc c'est quelque chose sur lequel aussi il faut insister. Docteur Potier nous a rejoint. Oui, excusez-moi, oui, je suis mon pudeur. J'ai une question, excusez-moi, pour le docteur Gors, s'il vous plaît. Est-ce que les cancers ORL HPV induits peuvent bénéficier d'un traitement par immunothérapie? Alors, en traitement standard, aujourd'hui, dans le traitement curatif, il n'y a pas de place pour l'immunothérapie dans les cancers HPV induits. Il y a des essais cliniques sur la place éventuelle dans le traitement curatif, que ce soit avant le traitement leucorégional, pendant le traitement leucorégional ou après le traitement leucorégional en maintenance, entre guillemets. Il y a des essais cliniques qui sont en préparation sur la place éventuelle de l'immunothérapie et surtout associée à la vaccination en prévention de la récidive après un traitement curatif. Et puis après, il y a des essais cliniques, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur la place associée à la vaccination en cas de récidive. Et puis, il y a une place standard dans traitement qu'on appelle palliatif, c'est-à-dire en traitement non curatif de la récidive, mais indépendamment du statut HPV. Dans les cancers ORL qui montrent biologiquement une sensibilité à l'immunothérapie, qui soit liée à l'HPV ou pas, l'immunothérapie est un traitement de première ligne qui est standard. D'accord. Une question pour le docteur Benaïm. Est-ce que l'HPV est détectable dans les tests de dépistage des cancers colorectaux proposés à 50 ans? Non. L'HPV, dans le dépistage des cancers colorectaux, c'est un dépistage immunologique fécal dans lequel on va rechercher des traces de sang dans les selles et des traces de cancer dans les selles, mais il ne concerne pas l'HPV. Ce sont deux choses différentes. Le dépistage de l'HPV nécessitera un examen clinique, un frottis, une anuscopie. Mais ce sont deux dépistages différents. D'accord, donc c'est pas du tout fait en routine comme on le fait pour le cancer du col. Ce n'est pas du tout fait en routine. Le cancer colorectal, c'est vraiment une entité très différente. Il y a de très exceptionnels adénocarcinomes du canal anal, ça existe. Ça représente moins de 10% des cancers. Et ce n'est pas du tout HPV induit, c'est une maladie totalement différente dont le traitement est différent. Il n'y a pas de dépistage aujourd'hui organisé pour le grand public sur la présence, au-delà même du cancer, sur la détection d'HPV dans la population générale. D'accord. Pour le docteur Michels, l'origine HPV induite d'un cancer gynécologique modifie-t-elle le choix du traitement par le clinicien? Donc, pour ce qui est du cancer du col, donc le plus fréquent, il est donc quasiment dans 100% des cas induit par l'HPV. Et pour les maladies avancées, c'est-à-dire les malades qui sont métastatiques, où le cancer a pu atteindre d'autres organes,
Nous avons au jour d'aujourd'hui accès à l'immunothérapie associée à la chimiothérapie pour en particulier les tumeurs qui expriment un certain marqueur qui est le PDL1. Donc, dans le cadre du traitement standard, il est accessible à tous les malades. L'innovation thérapeutique par immunothérapie est accessible à toutes nos patientes pour ce type de cancer qui est quasi 100% HPV induit. Et en dehors du cancer du col, donc les cancers de la vulve, du vagin, n'ont au jour d'aujourd'hui pas accès en standard à l'immunothérapie. Et l'orientation de la présence du virus ou pas n'oriente à ce jour pas le traitement de ces cancers. Ou donc dans la vulve et le vagin, comme vous avez pu voir, ce n'est pas du 100% pour l'HPV, mais la présence ou non n'oriente pas aujourd'hui le type de traitement. D'accord. Faut peut-être juste préciser que en tout cas pour la première ligne, il faut quand même que les tumeurs aient des facteurs de réponse à l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'elles expriment le PDL1 pour pouvoir avoir accès à l'immunothérapie, mais ça représente quand même 90% des cas. Alors pour l'un d'entre vous, comment peut-on savoir que le cancer a pour origine un HPV? Peut-être pour le docteur Gorf, puisque pour la gynécologie c'est plus facile. D'abord, il suffit de rechercher l'ADN du virus. La preuve absolue, c'est la présence d'une transcription active, c'est-à-dire la présence d'ARN. Mais en pratique, ce sont des tests qui sont un peu chers et qui ne sont pas remboursés et qui sont longs et compliqués. Et on utilise ce qu'on appelle des surrogates, c'est-à-dire des tests alternatifs qui ont démontré une très bonne association. Et pour les cancers ORL, par exemple, on recherche la surexpression d'une protéine qu'on appelle P16 à l'intérieur des cellules tumorales et qui est associée très significativement à la présence d'ADN viral. Donc, en routine aujourd'hui, et depuis le 1er janvier 2017, ça a été intégré dans la nouvelle classification TNM de l'American Joint Cancer Committee et de l'Union internationale contre le cancer. La recherche du statut P16, donc de la surexpression de la protéine P16, doit être systématique dans tout cancer de l'oropharynx. Ça dépend des localisations quand même. Oui, et après, c'est le pathologiste, lorsqu'il fait le diagnostic, qui va chercher la présence de l'HPV-16, de l'HPV pour orienter le diagnostic. Merci beaucoup à tout le monde du coup pour les questions. On va arriver à la fin de ce webinaire parce que donc on respecte bien les temps et il est midi. Je voulais en tout cas remercier l'ensemble de nos participants. Merci à tout le monde d'avoir pu nous rejoindre. Merci aussi au collectif Demain sans HPV. Donc, je vous rappelais aussi que la recherche ne peut avancer que grâce à vous, grâce à vos dons. Donc, rendez-vous sur www.gustaveroussy.fr pour faire un don. Vous l'avez vu, il y a beaucoup d'innovations et elle peut encore avancer. Merci encore de nous avoir suivis. Et donc, je vous rappelle que ce webinaire était enregistré et qu'un lien donc sera prochainement disponible. Vous pourrez visionner le replay sur la chaîne YouTube de Gustave Roussy. Bonne journée et puis à bientôt pour de nouveaux webinaires, les rendez-vous de Gustave.